Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 2 septembre. Toute l'actualité près de chez vous, invités, décryptage, reportage des sports, votre météo à venir et le bilan d'un été plus que réussi au Grimaldi Forum avec l'exposition vedette qui en à peine 2 mois a permis à plus de 75 000 visiteurs de découvrir et d'apprécier l'exposition Couleurs. Sylvie Biancheri, la directrice générale du Grimaldi Forum, sera avec nous dans un instant pour parler été et avenir. La pelouse du stade Louis II passe, elle, de sa parure d'été à celle d'automne. Nous avons suivi les premiers travaux comme ceux inhérents à l'installation du Monaco Yacht Show. Enfin, nous recevrons Nat Bisset qui vient de publier une toute nouvelle bande dessinée intitulée « Course contre la montre à Monte-Carlo ». Une enquête passionnante au cœur de la principauté avec un recto en français et un verso en anglais et pour tous les âges. Ces jours de rentrée en principauté, plusieurs établissements scolaires ont ouvert leurs portes ce matin. C'est le cas ainsi de l'International School of Monaco. Les élèves reprennent peu à peu le chemin des classes, vous allez le constater, avec des rentrées échelonnées. Le reportage signé Crescinda Petit-Homel avec Lionel Bernardi. Sur l'avenue Princesse-Grasse, à 2 pas du Larvoto, ce sont d'abord les collégiens qui ont fait leur rentrée. Les lycéens les ont rejoints quelques heures plus tard. Comme chaque année, l'école mise sur un retour progressif. C'est la 2e rentrée dans le Testimony 2, ça se passe extrêmement bien. Les professeurs sont rentrés la semaine dernière, très excités, très contents. Et là, nous accueillons les élèves de 6e et pour leur première année au collège. Ils sont très excités, très contents aussi bien sûr, et nous sommes tous heureux de les retrouver. Près de 800 élèves sont accueillis entre ces murs, de l'enseignement primaire au baccalauréat. L'ISM propose un parcours bilingue, anglais-français et résolument international. J'aime beaucoup les gens autour de moi, ils sont très gentils et j'aime beaucoup comment l'école, comment elle est faite en fait. Nous avons plus de 60 nationalités différentes, plus d'une vingtaine, trentaine de langues parlées par nos élèves et nous avons un curriculum du baccalauréat international qui est vraiment international. Nous ne sommes pas une école américaine, britannique, française non plus. Nous sommes vraiment une école qui est pour le monde entier. Je viens de Paris, je viens de rentrer à l'école et elle a l'air super bien l'école. En fait, j'aime bien apprendre plusieurs langues au lieu que seulement le français. On parle le français et l'anglais, donc j'aime bien apprendre plusieurs langues. Dès demain, les plus jeunes franchiront à leur tour les portes de l'ISM et la semaine prochaine, lundi 8, ce sont tous les élèves de Monaco qui feront leur rentrée dans les différents établissements de la principauté. Et à la rentrée, c'est aussi l'heure du bilan et des perspectives, comme au Grimaldi Forum où nous attend ce soir sa directrice générale Sylvie Biancheri. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir sur Monaco Info, au sortir d'une exposition incroyable cet été qui a connu un très vif succès, l'exposition Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou. On parle de plus de 76 500 spectateurs en 55 jours, c'est bien ça ? C'est exactement ça. On est dans le top 3 des expositions les plus visitées, puisqu'en nombre de visiteurs par jour, il faut vraiment raisonner de cette façon, puisque nos expositions au cours de toutes ces années, elles ont eu des durées différentes. Donc, en nombre de visiteurs jour, on est 3e après Monet et Grace Kelly. Un vrai succès pour cette exposition Couleurs, on le disait, parce que ces cercles chromatiques nous ont attirés. Il y avait une expérience sensorielle. C'était vraiment, une sorte de tambour à l'intérieur. Il ne fallait pas rater non plus la petite vidéo du début pour bien comprendre. Oui, c'est ça. Nous, on aime bien en fait faire des expositions didactiques où chacun trouve son niveau de lecture. C'est vrai que le film introductif, c'était quelque chose d'important pour pouvoir démarrer de façon, on va dire, un peu plus compréhensible toute cette notion de couleur, puisque vous avez raison, on l'a présenté sous un aspect très ludique, très accessible, avec ce cercle chromatique et finalement cette présentation des chefs-d'œuvre par couleur. Mais derrière, évidemment, le public pouvait découvrir l'évolution de l'histoire de la couleur chez les artistes à partir du Moyen-Âge, plein de choses différentes en fait, et puis effectivement des salles synesthésiques
qui permettait vraiment au public de s'amuser. Et je crois que c'est également une des clés du succès. Avec en plus des grands maîtres et des grandes toiles disséminées à l'intérieur de cette exposition, où j'ai noté qu'il y avait plus de 40% de jeunes qui sont passés par l'exposition. Ça doit être encourageant pour vous. Ah oui, alors ça, on est ravis. C'est vraiment la grande satisfaction de l'été, au-delà de ces super chiffres, c'est que on a eu un public jeune, voire très jeune, puisqu'on avait des petits-enfants vraiment tout petits qui adoraient passer d'une salle à l'autre dans ces espèces d'alcôves où ils pouvaient sentir et entendre les couleurs. Et puis, c'est vrai que c'est ce tambour dans la scénographie qui donnait finalement une architecture très ouverte à la visite, à beaucoup plu à tous en fait, des familles aux jeunes, aux moins jeunes, mais effectivement beaucoup de jeunes dans cette exposition. Et pour nous, évidemment, c'est notre futur public, on est content. On n'oublie pas non plus qu'avec le Grimaldi Forum, il y a cette grande exposition et qu'à côté, grâce à l'extension, on a pu découvrir également Napoléon. Évidemment, on a pu découvrir Napoléon, qui était également une très très belle expo, qui en plus était à peu près sur la même durée que la nôtre, donc ça nous a permis d'offrir des billets couplés aux visiteurs. C'est une exposition qui n'a pas été produite par le Grimaldi Forum, c'est Monsieur Iacobashvili avec les collections du Palais Princier, de Malmaison, de Compiègne, etc., qui a réalisé cette exposition, mais qui était de très grande qualité et qui a effectivement réuni les amateurs de cette thématique. Les événements arrivent très très vite, il y a des grands rendez-vous qu'on a l'habitude de voir à Monaco qui arrivent très prochainement chez vous. Effectivement, on a déjà démarré, nous, notre rentrée avec le tirage de l'UEFA qui s'est déroulé la semaine dernière. Et puis, on enchaîne très, très vite avec des gros congrès professionnels, un congrès associatif autour de l'océo-intégration dès le mois de septembre. Et puis ensuite, vous le savez, des salons que l'on retrouve chaque année, l'UXPAC, les assises de la sécurité informatique, les Sportels, etc. Et puis là-dessus, évidemment, il ne faut pas oublier non plus le calendrier de la programmation spectacle et musique. Et là, ça démarre dès jeudi avec les First Day Live Sessions qui redémarrent. Et puis également beaucoup de spectacles qui vont s'échelonner à partir de la rentrée. Des comédies musicales à la fin de l'année, Charlie et la chocolaterie. Et puis également au mois d'octobre, fin octobre, de grands rendez-vous pour les familles. Et on pense toujours aux familles. Moi, je trouve que c'est important de trouver, d'avoir le public le plus large possible avec le concert de Disney, avec Frozen sur glace, donc la Reine des Neiges, sur glace, une saison d'opéra magnifique, de l'Orchestre Philharmonique qui évidemment signe sa rentrée chez nous. Donc vraiment les ballets, bien évidemment, comme d'habitude. Donc on retrouve, je dirais, les classiques et puis des nouveautés et beaucoup de choses extrêmement attractif pour tous les publics. Puis-je me permettre, avant de conclure, de se projeter l'été prochain? On a la tendance, vous l'avez annoncé, de toute façon, c'est Monaco l'automobile l'année prochaine. Une exposition dans un tout autre genre, évidemment, mais qui va, je crois, attirer aussi beaucoup. Il est évident que Monaco est la terre de l'automobile et de la course automobile. C'est ce que l'on raconte avec des voitures absolument iconiques, des voitures qui ont gagné les grands prix de F1, les rallyes, les concours d'élégance. Voilà, on raconte vraiment la passion aussi de la famille princière qui a permis de réaliser tout ça à Monaco. Et je pense que ça va être une expo extrêmement intéressante qui est faite avec le soutien plein et entier de l'Automobile Club de Monaco qui nous ouvre ses archives. Vraiment, je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et puis, il y aura plein de choses dans cette exposition également interactive pour attirer un plus large public. On ira se promener peut-être avec des voiturettes, qui sait, dans la mise en scène. Mais ça, c'est une autre histoire. Comme dans 2 ans, nous aurons droit à une rétrospective avec Magritte, toujours au Grimaldi Forum. Exactement. Merci mille fois d'avoir été des nôtres, Sylvie Bianchieri. Avec plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Au revoir. La prochaine édition du Monaco Yacht Show se tiendra, elle, du 24 au 27 septembre. Vous en êtes déjà peut-être aperçu, le montage des installations vient tout juste de débuter. On fait le point avec vous ce soir, Alban Jean-Jean. Salon international de référence dans le monde du yachting. Le Monaco Yacht Show est un événement majeur aux retombées économiques significatives pour la principauté. Ça se passe dans la zone du Port Hercule comme d'habitude. Vous le voyez derrière moi, les installations se préparent. Quelles sont les nouveautés cette année? Quel est le programme? On voit ça ensemble. C'est un timing très serré. Nous avons 3 semaines pour installer 16 000 m² de structure d'exposition. Il y a 12 000 m² de stands,
sur lequel 550 exposants internationaux vont arriver. Notre organisation, nous l'avons optimisée d'année en année pour pouvoir avoir un impact le plus réduit possible en centre-ville. Mais nous sommes en centre-ville, donc c'est pas facile. Nous déployons énormément de matériel. Pour vous donner des idées à peu près de ce que ça représente, le yacht show au montage, c'est 400 semi-remorques qui arrivent avec du matériel. Alors comment sont sectorisées les différentes zones d'exposition? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors le yacht show est en effet sectorisé pour permettre une meilleure expérience de visite à nos visiteurs participants. Nous sommes sur le quai Albert Ier. Ici, il y aura une tente qui s'appelle Parvis Piscine, qui regroupe la décoration d'intérieur. Ensuite, il y aura 2 tentes qui regroupent donc à la Darse Sud et au bout du quai Albert Ier les sociétés d'équipement, de services, mais aussi de refit, c'est-à-dire le réaménagement de bateaux qui serait de seconde main. Au niveau du virage Louis Chiron, nous aurons un hub destiné au design. Des designers viennent présenter leurs innovations, leurs visions futures du yachting de demain. Et le cœur du salon, bien évidemment, les yachts. Donc tous les bateaux qui sont exposés à quai le long du port Hercule. Et enfin, sur le quai Antoine Ier, la zone qu'on appelle Adventure Area. Donc c'est, on va dire, l'art de vivre yachting. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre bateau? Ça rassemble du coup les annexes, ce qu'on appelle les jouets nautiques. À noter que des dispositifs pour faciliter la circulation seront mis en place. À partir du 15 septembre, la route de la piscine sera ouverte seulement aux heures de pointe le matin. Elle sera totalement fermée pendant les 3 jours de la manifestation. Un retour à la normale est prévu dès début octobre. La pelouse du Stade Louis II se refait-elle une beauté pour la suite du championnat de France de Ligue 1 et bien sûr le début de la Ligue des Champions? Les jardiniers du stade s'activent actuellement depuis quelques heures, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Fabien Bonilla et Camille Caloni. Le terrain de foot ressemble en ce moment à un champ de bataille, mais ça ne va pas durer. Une toute nouvelle pelouse est actuellement installée en lieu et place de la pelouse d'été. Le procédé, c'est simple. La machine que vous voyez sur le stade, là, ça s'appelle une Coro. En fait, on est en train de scalper le terrain et de l'enlever. Ensuite, on va mettre un peu de sable et on va passer un rail au laser pour le mettre à plat et on va le replaquer. On a commencé lundi après-midi de déplaquer. Samedi à midi, il sera prêt à être joué au football, y compris le samedi soir. Les caractéristiques, c'est les caractéristiques lambda de pratiquement tous les gazons en saison hivernale, c'est-à-dire ce sont des pâturins et raies gras. En fait, ce sont deux variétés qui poussent au moment où il fait un peu plus frais, un peu plus humide et qui sont pour l'instant les standards qui sont utilisés partout parce que justement on arrive à contrôler la végétation et on contrôle bien les passages d'engrais, l'arrosage, alors que sur le gazon d'été c'est un peu plus difficile quand on ne le connaît pas. Pendant plusieurs semaines, cet été, une pelouse test avait été installée, plus écologique et plus économique, ce que l'on appelle la pelouse Bermuda, idéale pendant les périodes de chaleur. Le test a été très très concluant parce que les nouveaux Bermudas permettent d'avoir une amplitude de végétation beaucoup plus grande que les premiers Bermudas qu'on utilisait, que j'avais testé à l'époque, depuis 1987. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le Bermuda est un gazon, c'est le gazon qu'il faut pour l'été en principauté. Et on va essayer de reconduire cette opération beaucoup plus tôt à la fin du championnat pour que le Bermuda puisse s'implanter très vite et que, éventuellement, toutes les autres disciplines qui auraient besoin de la fin du mois de mai au meeting d'athlétisme, utiliser le stade et même après garder la pelouse en Bermuda pour les matchs amicaux qui pourraient se dérouler en juillet sur la pelouse du stade. La nouvelle pelouse sera opérationnelle dès ce week-end avec comme premier rendez-vous à domicile le 21 septembre en Ligue 1. Quant à la pelouse d'été, le Bermuda, une partie est encore en place à l'extérieur de la zone de jeu en test pour découvrir ce qu'elle peut donner sur une année entière en principauté, même l'hiver, pour pourquoi pas la conserver dans l'avenir sur l'intégralité de la saison. En football, justement, les toutes dernières transactions en matière de transfert avec la fin du mercato d'été hier soir et ses dernières signatures à l'image de celle de l'attaquant monégasque Brelem Bolo qui a pris la direction de la Bretagne où l'attendait un contrat de 4 ans à Rennes contre une indemnité avoisinant les 15 millions d'euros pour le club monégasque. L'hommage à Maître Henri Ray au Monte Carlo Golf Club en présence du prince souverain. Décédé en début d'année à l'âge de 86 ans, une pierre commémorative a été dévoilée aujourd'hui au Montagel pour ne jamais oublier la place d'importance
qu'occuper à Monaco cet ambassadeur du sport, de tous les sports en principauté, comme bien sûr le golf, où pendant de longues années, il a été le président de ce club d'exception pour cette discipline où la patience, comme la stratégie, joue souvent un rôle majeur. Patience et talent aussi, pour un coup de crayon parfait cette fois, quand on aspire à se faire une place de choix dans le 9e art. Après un premier épisode cannois, pour sa deuxième œuvre, Nat Bisset nous offre une enquête au cœur de Monaco. Elle est avec nous ce soir dans ce décor source d'inspiration qu'elle apprécie tant. Bonsoir Nat Bisset. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le port de Monte-Carlo, le port Hercule. Après vos premières aventures avec un sacré détective, Andrew Morrow, vous êtes passé de Cannes à Monaco pour un deuxième opus finalement consacré aux merveilles de la Riviera, de la Côte d'Azur et avec une enquête policière à l'intérieur. Exactement. J'ai décidé que ce deuxième tome devait se passer à Monaco parce que pour moi, Monaco, c'est ma ville préférée, la première chose, après Cannes, bien sûr. Et deuxième chose, à Monaco, il y a un certain toile invisible, un toile luxueux qu'on ne sait pas vraiment apercevoir, mais voilà, qu'on sent, qu'on ressent dans l'air. C'est pour ça que je me suis dit que détective Andrew Morrow devait arriver exactement à Monte-Carlo pour trouver son nouveau mystère, cette enquête, recherche de celui ou celle qui a écrit cette lettre mystérieuse pour le pilote de rallye. Ah, et attention, parce que là maintenant on ne va pas tout dévoiler bien sûr, mais il y a cette intrigue, vous l'avez dit, cette lettre. Exactement. Et donc le titre de votre BD s'appelle « Course contre la montre à Monte-Carlo » et donc il faut la trouver au plus vite avant la course bien sûr, hein, cette enveloppe et cette lettre. Exactement, il y a seulement 24 heures qui ont été données à Andrew Morrow pour trouver ce mystérieux homme ou femme qui ont écrit cette lettre. Homme ou femme, attention, un indice donc. Alors, vous n'avez pas beaucoup dévoilé d'indices quand même. Nat Bisset, bon. Ça veut dire que vous profitez du cadre monégasque et dans votre dessin, c'est recherché pour aller par exemple à l'Ermitage, où on voit très très bien l'hôtel ou les petites ruelles de Monte-Carlo. Ça veut dire qu'Andrew Morrow va passer partout à Monte-Carlo, en commençant par le port Hercule, en passant par le casino où travaille son copain d'enfance. Ensuite, il va passer à l'Ermitage, il va retourner au jardin botanique. Donc vraiment, il va passer partout à travers les rues de Monte-Carlo pour trouver ce mystérieux homme-femme ou femme mystérieuse qui menace le pilote. Andrew Morrow, c'est un détective à l'ancienne, c'est un détective privé comme on n'en fait plus. Exactement, je ne sais pas si ça se fait encore, mais oui. Je pense que ça doit se faire encore. Oui, mais j'imaginais. Il y a ce charme-là, je veux dire, Nat Bisset, dans votre dessin, dans votre coup de crayon, quand vous avez choisi Andrew Morrow. Exactement, quand j'imaginais Andrew Morrow, pour moi, je me suis inspirée de deux personnages. C'est de James Bond et c'est de Archie Andrews. Qui était roux avec ses cheveux roux. C'est pour ça que Andrew Morrow est arrivé avec ses cheveux roux, sa barbe, son élégance, son costume bleu marine ou beige comme pour Cannes. Voilà, c'est du charme à l'ancienne. Du charme à l'ancienne, comme on l'adore ici à Monte-Carlo, bien sûr. Comme on a adoré votre premier opus, évidemment, sur la Palme d'Or. Où est cachée la Palme d'Or? C'est quelque chose qui vous a permis de vous faire découvrir, d'offrir un deuxième tome à vos lecteurs, aujourd'hui vos admirateurs. Et ça veut dire qu'on va continuer à écrire sur la Riviera? Il y aura d'autres aventures, d'autres mystères que Andrew Morrow va chercher sur la Côte d'Azur. Et puis il y a cette particularité, ce particularisme qui me sied, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'en retournant sans faire exprès l'album, c'est une double face. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un côté recto verso, il y a un côté en français et un côté en anglais. Exactement. Parce que pour moi, c'est pas envisageable de sortir une bande dessinée sur la Côte d'Azur juste en français, parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes qui passent tout le temps et ça serait malheureux de punir ces pauvres touristes qui savent pas lire en français, je pense. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu jusqu'à nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, merci beaucoup. C'est une aventure à la fois sportive et humaine. Éric Frottier de Bagneux s'est lancé un défi, parcourir la France à vélo pour sensibiliser à la bipolarité qui touche près d'1,5 million de personnes en France. Un périple ponctué de rencontres et de témoignages soutenus par la Croix-Rouge monégasque où nous l'avons rencontré ce matin lors de son étape en principauté. Voici le reportage de Devika Guérenfard accompagné de Camille Caloni.
Pédaler pour pouvoir avancer. Depuis le mois d'avril, Éric Frottier de Bagneux traverse la France sur son fidèle vélo jaune. Et ce matin, il posait sa béquille au siège de la Croix-Rouge monégasque. Marie, père de 3 enfants et atteint de la bipolarité, Éric a toujours trouvé dans le sport une manière de maintenir l'équilibre. Mais ce défi n'est pas seulement physique, c'est aussi une aventure intime, marquée par l'envie de partager et de transmettre. C'est un projet que je prépare depuis 2 ans. Donc l'idée, c'est de partir faire un tour de France à la rencontre des acteurs de la bipolarité, que ce soit des médecins, des proches et des malades. Le but, c'est à la fois pour sensibiliser, informer le grand public sur la maladie qui est encore un peu stigmatisée et mal connue dans la société. Et puis la deuxième chose, c'est de pouvoir donner un peu d'espoir à certains malades qui sont un peu, on va dire, un peu dans le mal, qui ne sont pas stabilisés, pour leur montrer qu'on peut avoir une vie normale, avoir des projets et puis avancer dans la vie malgré la maladie. Après avoir traversé la Bretagne en avril, ce photographe part à présent en direction de la côte atlantique. Dans 1 an, son parcours se terminera au bord de la Méditerranée avec une arrivée symbolique à Monaco. Un retour aux sources pour celui qui a débuté sa carrière de marin plaisancier sur le port Hercule. J'ai fait une formation au Yacht Club de Monaco et après j'ai été embauché. J'ai passé 3 ans à entretenir et à naviguer sur Twiga. J'ai une petite pensée d'ailleurs pour eux aujourd'hui parce qu'ils ont dématé il y a 2 jours dans un grain violent à Ménorque. Ça me touche toujours, j'aime beaucoup Monaco donc j'aime toujours revenir ici, c'est toujours un bonheur. Et c'est vrai que moi je remercie la Croix-Rouge de m'avoir soutenu dans ce projet parce que sans eux il n'aurait jamais pu voir le jour, donc je suis super content d'être là. Mais le projet ne se limite pas à un itinéraire. Le photographe et vidéaste partage tout au long de son parcours des témoignages sur sa chaîne YouTube, toujours avec le même objectif, donner la parole à ceux qui n'osent pas toujours la prendre. Et avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures, en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, avec le renouvellement de la pelouse du Stade Louis II, avant le retour notamment de la Ligue des Champions. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Cette semaine, les journées s'enchaînent et se ressemblent. Demain, comme aujourd'hui, il fera bon à Monaco. Un ciel lumineux et peu nuageux nous attend. Des températures comprises entre 18 et 24 degrés. Le mercredi 3 septembre, nous fêtons les Grégoires. Et comme chaque mardi, un point sur la météo de l'eau avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est orange, ce qui veut dire que les sources de la principauté ne couvrent que 15 à 25% de notre consommation en eau. L'occasion de vous rappeler de préserver cette précieuse ressource. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.